Article 34-1 de la Constitution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh, présenté par les présidents Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Hervé Marseille, Madame la présidente Éliane Assassi et Monsieur le président Guillaume Gontard. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Bruno Retailleau, co-auteur de la proposition de résolution. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette résolution, elle n'est pas banale, elle est fondamentale. La preuve, elle échappe à la géographie politique traditionnelle puisqu'elle a été co-signée par 5 présidents de groupe de notre Assemblée, de droite, du centre et de la gauche. Ça signifie que l'enjeu qu'elle représente dépasse nos clivages traditionnels et routiniers. Ça signifie qu'elle touche à ce que nous avons de commun, en commun. Ce que nous avons en commun ici, quels que soient nos bancs, c'est l'idée que nous nous faisons de la France. Ce que nous avons ici en commun, c'est peut-être aussi l'idée que nous faisons du rôle de la France, ce rôle singulier, ce rôle qui est une exigence française, qui consiste à prendre soin du monde, à avoir le souci du monde. Et pour le dire autrement, je crois avec conviction et au fond du cœur que ce qui se passe là-bas nous concerne ici et que ce n'est pas dans le Haut-Karabakh un conflit local. Et je pense que nous devons nous positionner. Nous devons nous positionner et c'est tout autant au nom de nos convictions, autant de nos intérêts que aussi de nos valeurs que la République française s'honorerait, Monsieur le ministre, de reconnaître rapidement la République du Haut-Karabakh. D'abord au nom de nos intérêts parce qu'il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt diplomatique. Si ce conflit a une dimension tout autre que locale, c'est par l'implication, par la participation décisive et massive de la Turquie de M. Erdogan. Au nom d'une politique expansionniste, néo-ottomane, au nom d'une politique nationale islamiste, disons-le franchement. Et c'est une menace, ici et ailleurs, dans le monde, contre la paix et aussi contre nos intérêts. C'est bien ce régime qui a armé le bras azéri. Et c'est aussi ce régime qui attise partout, dans un certain nombre de régions, les conflits régionaux, des déserts de Libye jusqu'aux montagnes et aux plateaux du Caucase, bien sûr. C'est aussi ce régime qui menace parfois même la stabilité au cœur de l'Europe. Chypre, les eaux territoriales grecques. Qui a armé le bras des djihadistes, si ce n'est ce régime qui a fait venir ces djihadistes de Syrie, ces djihadistes qui ont décapité là-bas comme ils l'ont fait ici. Et c'est au nom d'une politique d'expansion islamiste que M. Erdogan a justifié l'engagement de son régime et de son pays. Ce sont ses propres mots, et je les cite fidèlement. Le Haut-Karabakh est redevenu un pays de l'islam. Il a repris sa place à l'ombre du croissant. Avec ce genre de personnage, en réalité, les motivations sont souvent transparentes. Mais mes chers collègues, Monsieur le ministre, l'histoire nous enseigne aussi qu'ils ne connaissent qu'une seule limite, le rapport de force. Combien nous faudra-t-il d'agressions pour que l'Europe sorte de sa torpeur, pour qu'enfin il y ait de véritables sanctions diplomatiques, mais surtout économiques? Combien d'agressions, combien encore de provocations pour que nous-mêmes sortions de notre naïveté? Le président Christian Cambon, il y a quelques semaines, nous avait appris que, depuis une dizaine d'années, l'Agence française de développement avait sans doute prêté 4 milliards peut-être
4 milliards à la Turquie pour préparer notamment son entrée dans l'Europe. De qui se moque-t-on vraiment? J'ai apprécié, et ne prenez pas, monsieur le ministre, notre initiative comme une initiative hostile au gouvernement. J'ai apprécié les dernières initiatives du président Emmanuel Macron et nous les soutenons. C'est un début, mais nous les soutenons. Je considère que d'ailleurs, il a relevé l'honneur perdu du groupe de Minsk. Défendre le Haut-Karabakh, mes chers amis, c'est défendre évidemment l'Arménie, c'est défendre nos intérêts, c'est défendre aussi nos valeurs qui ont là-bas été piétinées par l'utilisation d'armes de guerre interdites, piétinées aussi par des exactions commises contre la population, des amputations, la mort de civils, femmes, enfants, vieillards, confondus. C'est la raison pour laquelle nous demandons dans notre résolution l'ouverture d'une commission d'enquête internationale sur ces crimes de guerre. C'est la raison pour laquelle nous demandons aussi pour les populations, j'espère provisoirement déplacées, un soutien massif de la France, de même qu'une protection de l'UNESCO sur ce patrimoine qui n'est pas seulement arménien, qui est un patrimoine de l'humanité, qui est un patrimoine commun, mes chers collègues, bien sûr. Et je pense et nous pensons ensemble, que la France ne peut pas détourner le regard, parce qu'alors, elle tournerait le dos à cette vieille amitié que nous avons avec l'Arménie, parce que, désormais, c'est bien de l'Arménie dont il s'agit. Quand le président azéri traite de chiens les habitants du Haut-Karabakh, il traite de chiens les Arméniens. Et on sait, mes chers collègues, lorsque vous déniez le statut, la dignité d'un être humain à une population, où cela va-t-il s'arrêter? C'est aussi de l'Arménie dont il est question quand vous avez cette épée de Damoclès avec ce corridor dans le sud qui va transpercer le flanc est jusqu'au flanc ouest d'Arménie, entre Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Non, trahir l'Arménie, ce serait nous trahir nous-mêmes. Ce serait, mes chers collègues, trahir ce lien précieux, ce lien singulier, qui est un lien multiséculaire, multiforme. Il remonte sans doute au fond des âges, il remonte au Moyen-Âge. C'est une amitié qui est ancienne, qui n'a jamais été démentie. C'est une amitié toujours renouvelée. Et c'est cette même amitié qui a permis à nos parents de recevoir les survivants, les rescapés du génocide de 1915. Eh bien, ils ont trouvé en France non seulement un refuge, mais ils ont trouvé en France un foyer, leur foyer, et ils nous l'ont rendu au centuple. Parce que ce lien, je le disais, non seulement multiséculaire, il est aussi multiforme. Il prend le visage, ce visage familier, ce visage français de tant de nos compatriotes. Je veux parler bien sûr de Patrick Devedjian, je veux parler aussi de Charles Aznavour, je veux parler aussi de Manouchian, mon cher Pierre, mort et enterré au Mont-Valérien. C'est quelque chose qui devrait parler à notre cœur de Français. Et tout cela, ils ont montré quel était le modèle français. Ils nous l'ont révélé. Ils ont démontré qu'on pouvait conjuguer l'amour de la grande patrie française avec l'amour, comme aurait dit Péguy, de la petite patrie charnelle arménienne. Ils ont montré que la République ne leur demandait pas d'abdiquer ce qu'ils étaient et qu'on pouvait être français, complètement français, sans rien renier de leurs racines. Mes chers collègues, pour terminer, ce que je voudrais vous dire, c'est que sur la carte du monde des grandes souffrances humaines, je pense que le peuple arménien tient une place particulière. Comme disait un écrivain français, Sylvain Tesson, ce peuple nous parle du fond d'une tombe. Ce peuple avec lequel nous entretenons des liens d'affection, des liens de civilisation. Ce petit peuple, comme l'a dit un jour de Damas le général de Gaulle, ce petit peuple riche de culture, riche d'histoire, mais qui a beaucoup donné pour l'humanité. Eh bien, cette dette de l'humanité, c'est à nous les Français, à nous le Sénat de la République française, de l'assumer aujourd'hui en votant cette résolution. Il y a près de 20 ans, c'est la France qui, la première des nations au monde, a reconnu le génocide arménien. Eh bien, aujourd'hui, ce doit être le Sénat